Fenêtre sur cour, Noël Lenoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et je suis très heureuse aujourd'hui d'animer cette 3e édition de l'émission Fenêtre sur cour consacrée au droit et à la justice. Mon premier invité était membre du Conseil d'État, devenu avocat au Conseil. Mon second invité était un juge à la Cour suprême des États-Unis, et non des moindres. Et voilà, j'accueille aujourd'hui un de nos magistrats judiciaires les plus réputés et les plus célèbres dans ce pays, puisque des décrets de procédure civile portent son nom. C'est Jean-Claude Magendie. Bonjour Jean-Claude Magendie. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir accepté votre invitation. Pour moi, ce n'était pas seulement un plaisir lié à l'amitié que je vous porte, c'était un devoir dans cette période où je suis révolté par la montée de l'antisémitisme et où je considère que c'est l'essence même de la France qui est menacée. Donc c'est un combat existentiel. C'est pourquoi je suis heureux d'être parmi vous et de pouvoir répondre à vos questions. Eh bien, nous sommes évidemment extrêmement sensibles à cette introduction. Alors, cette introduction, c'est aussi vous. Vous avez eu une carrière de magistrat judiciaire absolument extraordinaire, puisque vous avez occupé à peu près toutes les fonctions, vous allez nous le dire. J'aimerais qu'on revienne sur cette carrière qui s'est achevée comme premier président de la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire un poste considérable après avoir été président du tribunal de Paris, également un poste au plus haut niveau de la hiérarchie. Alors, qu'est-ce que vous retirez de cette carrière? Quelles sont les fonctions d'abord que vous avez exercées? Et qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui du bilan de cette carrière de magistrat? Bon, c'est vrai que je ne parlerai pas trop de moi parce que le moi est haïssable, on le sait, mais il faut faire un peu de pédagogie, expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait et qui permettra ensuite de justifier les appréciations que je peux porter sur la justice. Si vous voulez, la carrière est souvent le fait de hasard. J'avais une sœur qui est née, qui a fait des études de droit, et donc dans les discussions, elle m'a passé un peu son enthousiasme pour la matière, et donc à mon tour, j'ai fait des études de droit à la faculté de Bordeaux. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires. J'ai trouvé la matière passionnante, et donc finalement, à l'issue de mes études de droit, s'est posé la question: qu'est-ce que j'allais faire? Bon, cette fois-ci, j'ai voulu faire preuve d'un peu d'originalité, et je considérais, aimant le droit, que le juge était celui justement qui le mettait en œuvre, qui interprétait la loi, qui construisait d'une certaine façon le droit. Et donc la magistrature m'a intéressé pour ces raisons. Je voyais aussi, peut-être benoîtement aujourd'hui, que c'était le défenseur des libertés, le garant de l'ordre public. Et donc tout cela fait que c'est avec enthousiasme que j'ai essayé de passer le concours difficile, mais je me suis accroché, je l'ai eu, et donc ensuite la voie a été ouverte pour exercer des fonctions. Alors, qu'est-ce que vous avez exercé comme fonction, Jean-Claude Magendie? L'intérêt de la magistrature, c'est de pouvoir exercer des fonctions extrêmement diverses. Ce fut mon cas. Après le début, comme beaucoup de juges, après le concours, j'ai été nommé juge d'instruction en province. L'homme le plus puissant de France, ou la Oui, femme enfin bon, aujourd'hui? j'ai vu qu'en réalité, cet homme le plus puissant était très démuni parce que à 27 ans, Ouais. traiter aussi bien des crimes que de la criminalité organisée, que des affaires financières est quand même quelque chose d'assez paniquant. Je pense que nous reparlerons d'ailleurs de la Oui. formation. Vous avez évoqué l'École Oui. nationale de la magistrature et du fait qu'on lance dans l'arène Oui. des affaires les plus difficiles, les plus Voilà. sensibles, des tout jeunes magistrats. Tout à fait. Et rétrospectivement, quand même, je tremble devant les responsabilités qui m'étaient données au regard de l'inexpérience qui était la mienne. Donc ça
permettra en effet de réfléchir à ce que devrait être le parcours judiciaire. J'ai eu ensuite plusieurs possibilités, enfin plusieurs expériences. L'expérience d'abord de la chancellerie, monde très particulier. Alors, La il faut direction- indiquer à nos auditeurs que c'est le ministère de la Justice, voilà, l'administration à centrale. la direction des affaires criminelles et des grâces, une espèce de laboratoire de la loi pénale, où j'ai vu les grands noms des pénalistes de l'époque, et où j'ai pu donc ainsi voir comment se faisait un petit peu se concocter la loi. Après cela, j'ai été au secrétariat général de la Cour de cassation. Là, j'ai vu cette juridiction suprême, hein, de l'intérieur à travers la façon dont elle est administrée. Puis, j'ai passé 10 ans dans les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de Alors, cassation. expliquez-nous ce que c'est qu'un conseiller Eh bien, référendaire c'est pour une nos espèce auditeurs. de moine du droit, puisqu'il s'agit effectivement d'avoir un travail passionnant sur le plan juridique, mais quand même assez coupé de la réalité, puisqu'on est dans les dossiers, dans l'évolution du droit, de la théorie. Donc c'est tout à fait passionnant dans l'exactitude des mots. Il y a beaucoup de recherches et beaucoup de Beaucoup rédactions voilà, pour les magistrats, pour les et conseillers. donc oui, et tout en à la étant Cour de déjà cassation. à côté des conseillers, on appelait ça des conseillers lourds, c'est-à-dire Ouais. des hommes. Pour moi, c'était un monde évidemment Très assez prestigieux. âgé par rapport à l'âge que j'avais moi à l'époque. Mais c'était très intéressant de voir comment la réflexion de la Cour de cassation dans l'évolution du droit au niveau qui est celui de la Cour de cassation, et qui C'est-à-dire, est il n'y a le pas de dernier, juridiction. Le voilà, dernier, dernier enfin, ressort de... le sommet, si vous voulez, de l'institution judiciaire, et avec quand même la tentative de l'unification du droit, même si on est dans un système qui n'est pas celui d'une Cour suprême au sens strict, puisque il y a quand même beaucoup de mélange du droit et du fait. Mais c'était une expérience tout à fait extraordinaire, qui est souvent un travail ardu, mais tout à fait formateur. Ensuite, j'ai exercé des fonctions de président de chambre dans différentes cours d'appel, chambre commerciale à Rouen et à Versailles. Et j'étais ensuite obliqué vers des fonctions administratives et judiciaires, car j'ai toujours souhaité continuer à faire du droit, en étant président du tribunal de grande instance de Créteil, puis de Paris. Alors, Créteil, c'est un ressort où il y a beaucoup d'entreprises. Un ressort très intéressant, justement, très vivant, avec des relations que j'ai découvertes fructueuses avec le barreau, car j'ai toujours aimé, si vous voulez, les discussions et la proximité avec le barreau. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est-à-dire les avocats Oui, les avocats auprès du des cours ressort, d'appel. voilà. Et donc une juridiction extrêmement vivante. Et là, ce qui permettait d'appréhender les problèmes d'une grande juridiction parisienne, qui était évidemment un poste tout à fait indispensable pour accéder ensuite à Paris, qui est une juridiction évidemment hors norme, avec des enjeux particuliers, une spécialisation et une place effectivement très, très à part dans l'ensemble du judiciaire, et notamment dans la réponse à des grands contentieux. C'est Alors, d'ailleurs comme Jean-Claude ça, d'ailleurs. Magin, Oui, oui. pardon. Non, mais Jean-Claude Magendie, vous avez retracé, c'est très intéressant pour nos auditeurs et pour moi-même, je dois dire, à la fois le parcours du magistrat et les fonctions différentes des institutions judiciaires, que ce soit le ministère de la Justice qui fait la loi pénale, notamment, ou les juridictions suprêmes, comme la Cour de cassation, ou maintenant le tribunal de Paris et demain la Cour d'appel de Paris. Alors, vous avez été, donc, après le tribunal de Paris, qui donne un peu le là de la jurisprudence, il faut le dire, premier président de la Cour d'appel de Paris. Là aussi, c'est quand même une fonction extrêmement en vue. On reparlera des arrêts qui ont été rendus sous votre présidence et des jugements du tribunal de Paris qui ont été rendus sous votre présidence. Mais je voudrais parler, puisqu'on dit que au tribunal de Paris aujourd'hui, il y a une certaine syndicalisation presque qui confine à la politisation, notamment ce qu'on appelle syndicat de la magistrature. C'est un sujet extrêmement sensible parce que non seulement les juges qui sont, vous l'avez rappelé dans votre intervention, les garants
des libertés individuelles, c'est indiqué d'ailleurs dans la Constitution française, ils se veulent les garants d'un certain ordre social et même les résistants à un certain ordre social, si l'on en juge par les positions assez politiques du syndicat de la magistrature. Alors, je voulais savoir comment vous jugez cette syndicalisation des magistrats qui est née en quelque sorte de mai 68 et comment est-ce qu'elle a été validée ensuite en justice. Jean-Claude Magendie, vous avez l'unique vision de cela puisque vous l'avez vécu Oui, quand vous étiez tout jeune magistrat. tout à fait. J'ai vécu effectivement dans ma carrière quasiment la création du syndicalisme judiciaire après l'arrêt Obrégo du Conseil d'État de 1972. Quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai vu l'état dans lequel on était arrivé, c'est-à-dire le travail que le syndicat de la magistrature avait fait, travail de sape de l'institution telle que je la conçois, mais pas seulement moi, mais telle que normalement l'état de droit peut l'imaginer. En effet, le syndicalisme judiciaire, venant dans la foulée de mai 68, a été créé d'abord par le syndicat de la magistrature. Il a été suivi ensuite par l'Union syndicale des magistrats, qui était dirigée par un magistrat de la Cour de cassation tout à fait éminent, M. Ropers. Et on va voir justement les conceptions différentes à l'origine. Le syndicat de la magistrature s'est voulu dès l'origine, et tout cela est mentionné dans un ouvrage fondamental qui est Au nom du peuple français. Il va donner exactement le contenu et le sens de son engagement. C'était de se servir du droit comme un instrument de changement de l'ordre social et la destruction de l'ordre bourgeois. Je n'invente rien. Ceux qui seraient intéressés iront dans une fondation quelconque et se procureront le livre et pourront lire tout cela. C'est très intéressant. Si on peut faire une sorte d'incide dans ce développement, c'est vrai que on est quand même très étonné que dès le départ, le syndicat de la magistrature ait affiché une couleur politique d'extrême gauche. Et avec, au surplus, Jean-Claude Magendie, vous qui êtes totalement objectif avec le recul qui convient, au surplus, une intolérance face aux critiques extérieures qui peut étonner. On se souvient d'une date 1975 où M. Jean Foyer, ex-garde des Sceaux, avait écrit une tribune dans le Figaro considérant que le syndicat de la magistrature était gauchiste, ce qui n'est pas une injure, mais qui est simplement un constat. Et il a été condamné en première instance par le tribunal de Paris pour injure publique, ce qui est quand même très curieux. À la même époque, la même année, et ça je m'en souviens fort bien, Jean Le Canuet, garde des Sceaux, s'était élevé contre la philippique de M. Baudot, qui était substitut du procureur à Marseille, et qui avait, vous vous en souvenez, indiqué, pour résumer, que entre l'enfant et le père, il prenait parti pour l'enfant, que entre la femme et l'homme, il prenait parti pour la femme, indépendamment de tout contexte, et surtout qu'entre le voleur et la victime, il prenait parti pour le voleur, ce qui pour un magistrat est un acte de foi pour la violation de la loi. Alors, ce début a été fracassant, et est-ce que vous pouvez nous indiquer, après beaucoup d'années, puisque entre 68 et aujourd'hui, ça fait quand même pratiquement 70 ans, qu'est-ce qu'est devenu ce syndicat au regard de la mission du juge? Le syndicat a été clair, puisqu'il a appliqué à la lettre son programme dans le livre que j'ai cité. Et donc, cogestion des juridictions progressives, le fait, en effet, de violer l'obligation de réserve, car je rappelle que ce qui est fondamental, et c'est pour ça que le syndicalisme
tel que le conçoit le syndicat de la magistrature pose problème. Il faut bien voir que le juge, dans le procès équitable, et notamment dans la définition du procès équitable européen, impose un juge indépendant, je crois qu'il l'est, mais impartial. Car en effet, si le juge, avant même qu'une affaire lui soit déférée, indique quelle est sa position, je suis contre l'assureur, on reprend Baudot, je suis pour la victime, etc. Il est évident qu'il est disqualifié dans l'impartialité sans laquelle il n'y a plus de procès équitable. Donc, la difficulté fait que, d'ailleurs, dès le début, dès l'arrêt du Conseil d'État, les critiques se sont faites sur le Conseil d'État en disant « Oui, mais vous avez accepté le syndicalisme, mais vous le bridez puisque vous imposez l'obligation de réserve. » Tout à fait. Alors c'était, je crois, une magistrate ou un magistrat du syndicat de la magistrature qui avait attaqué publiquement dans la presse le président de la juridiction de l'époque, parce que celui-ci avait changé les attributions d'un magistrat. Il lui avait retiré certaines attributions, il les avait confiées à un autre. Et ça a été considéré effectivement comme une atteinte à l'obligation de réserve qui est la condition de l'impartialité du juge, principe constitutionnel, qui touche à ce qu'on appelle la garantie des droits, article 16 de la déclaration de 1789. Et donc la punition qui avait été infligée, peut-être le blâme ou l'avertissement, je ne sais, à ce magistrat très critique vis-à-vis de son président de juridiction, avait été confirmée par le Conseil d'État. Et vous avez tout à fait raison de dire que le syndicalisme ne dispense pas les magistrats de respecter leur statut. Oui. Car la position du SM est d'autant plus insoutenable que si on allait au bout du chemin, de la logique, on aurait deux catégories de magistrats. On aurait ceux qui sont au syndicat de la magistrature, qui s'affranchiraient des obligations de leur statut, car la magistrature a un statut. Ce statut, c'est notamment l'obligation de réserve, l'obligation de loyauté, de dignité, on en parlera tout à l'heure, puisqu'ils sont également violés allègrement. Donc, à partir de là, on ne peut pas imaginer deux catégories de magistrats, ceux qui sont affranchis de statut parce que le syndicalisme les en exonère, et les autres qui seraient tenus par leur statut. C'est absolument impossible. Et surtout, ce qui est fâcheux, c'est qu'à partir du moment où l'impartialité ne se présente plus, si vous voulez, face à l'ensemble des justiciables, comme une obligation, et donc la confiance dans la justice, dans l'institution, disparaît. Or, même si le syndicat de la magistrature ne représente que 30% si vous voulez, des magistrats, c'est déjà important, c'est évident que, par définition, il n'y a pas, d'ailleurs ça ne les gênerait pas, la possibilité de mettre sous sa robe le badge du syndicat, mais à partir de là, évidemment, il y a une suspicion qui va être créée sur l'ensemble du corps judiciaire, alors que la condition de la justice, c'est dans une démocratie comme la nôtre, et du respect donc de ses décisions, c'est l'impartialité. J'ai été jugé par quelqu'un dont je ne peux pas légitimement me plaindre, mais en revanche, si un magistrat défile contre les violences policières, s'il défile avec les sans-papiers, toutes choses qu'ils ont fait régulièrement. S'ils attaquent l'État, parce que l'État, oui. Par un décret pris en Conseil des ministres, oui, a dissous un collectif, les Soulèvements de la Terre, qui a manifesté de façon extrêmement violente en tirant des tirs de mortier contre les policiers. Oui. Et ils sont un peu jugés partis. Jean-Claude Magendie. Voilà. On ne peut pas être à la fois jugé parti, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. Alors, il y a effectivement, je pense, une faille considérable, si vous voulez, dans ce syndicalisme qui est devenu incompatible avec ce qui fonde la justice, et d'abord un juge impartial. Et à partir de là, je pense qu'il faudrait quand même en tirer des conséquences, on y reviendra sans doute, sur cette tare aujourd'hui qui est vraiment
une tâche considérable sur l'institution judiciaire et sur la confiance, l'absence de confiance, car vous le savez certainement que la justice, c'est une des institutions les plus critiquées aujourd'hui. Il n'y a pas que... Je crois que ça serait réducteur de faire tout poser sur le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, il est né aussi d'une révolte contre le mépris dans lequel l'institution judiciaire était tenue. Alors Jean-Claude Magendie, c'est très intéressant. C'est vrai que vous avez été chef de juridiction à Paris, au tribunal et à la Cour d'appel de Paris, et vous avez été aussi un acteur des réformes de la justice, de la procédure, pour favoriser une certaine effectivité et rapidité de cette procédure judiciaire au bénéfice du justiciable français. C'est vrai que cette politisation, qu'il faut dire ne touche pas la majorité des magistrats, fort heureusement, qui sont de qualité, qui sont d'ailleurs d'un bon niveau et qui en France sont honnêtes. J'entends au sens financier et pécuniaire du terme, ça c'est quand même un atout considérable. C'est vrai que cette politisation se retourne, Jean-Claude Magendie, vers les magistrats, puisque quand on lit les sondages, ils sont à peu près aussi peu, disons, crédités que les politiques. Il y a, paraît-il, 62% de Français qui ne font pas du tout confiance à la justice, et il y a 70 et quelques qui en particulier pensent qu'ils ont des biais politiques, comme d'ailleurs on l'a vu avec le mouvement des agriculteurs récents qui ont dit la justice en matière environnementale ne comprend absolument pas nos problèmes et ils ne sont pas objectifs. Alors moi j'ai quand même une petite question et on finira là peut-être sur le syndicat de la magistrature. Il y a eu quand même un tournant, Jean-Claude Magendie, avec cette affaire du mur des cons. Qu'est-ce que vous retirez de cet incident assez sérieux? Comment on peut le décrire et quelle pourrait être la suite pour sortir la justice de cette ornière qui s'appelle la décrédibilisation et qui est dangereuse pour la démocratie? On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que les magistrats ne soient pas crédibles. C'est un péril important pour la démocratie qui suppose effectivement une justice dans laquelle les citoyens, en dernier ressort, si vous voulez, voient arbitrer leurs conflits, et une justice qui, en dernier lieu, est garante de la sécurité publique et de la liberté de chacun. Donc, le mur des cons est l'exemple, j'aurais presque dit caricatural, de cette dérive, puisque non seulement il y avait la photo de tous les gens qui le haïssent, et je m'enorgueillis d'y avoir figuré, mais ce qui était plus gênant, c'était d'avoir des parents de victimes, et notamment d'enfants qui avaient été tués. Violés et tués. Et voilà, exactement. Et là, on retombe, je suis pour la victime plutôt que... plus pour l'auteur que la victime. On voit bien comment cette inversion des valeurs, et notamment en droit pénal, c'est toute l'évolution d'ailleurs contre une espèce de refus finalement de la sanction. Tout cela, évidemment, a montré de façon caricaturale comment un corps de magistrats arrivait finalement à discréditer totalement la justice. Alors la garde des Sceaux de l'époque, Madame Taubira, avait comparé ça à des comportements de potaches. Je ne savais pas que les magistrats étaient des potaches. Si vous voulez, on n'est quand même pas dans un folklore, si vous voulez, de carnaval. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il a fallu 3 ou 4 ans pour que la présidente du syndicat de la magistrature, Madame Martre, donc soit sanctionnée d'une peine d'amende avec sursis. Avec sursis? Avec sursis. Ah oui. Et que finalement, elle soit d'ailleurs très rapidement promue par le CSM. Là aussi, on verra le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'elle ait une promotion très rapidement après cet épisode. Et elle a été fortement soutenue d'ailleurs par Mélenchon, donc on voit quand même une proximité qui est à mon avis fort regrettable, parce que le souci de la justice, quand on voit le nombre de mises en examen dans ce parti, n'est peut-être pas la préoccupation première. Alors maintenant,
J'aimerais qu'on arrive à quelque chose qui est extrêmement sensible chez les magistrats, qui revient rituellement, même au plus haut niveau de la magistrature, dans toutes les allocutions pardon, annuelles des magistrats lorsqu'ils ouvrent la session judiciaire, par exemple. C'est l'indépendance des procureurs, l'indépendance de ce qu'on appelle le parquet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce débat et de cette revendication qui est présentée comme absolument existentielle par tous les magistrats, disons, de haut rang que j'ai entendus récemment, et qui a l'air d'être une espèce de casus belli pour eux? C'est quoi l'indépendance du Oui, parquet? ça fait effectivement couler beaucoup d'encre. C'est l'objet effectivement d'une revendication maintenant assez ancienne qui consiste à considérer que le parquet devrait être totalement fondu dans la magistrature et donc à l'égal d'un magistrat du siège, qu'il pourrait donc avoir une indépendance totale. Et il faut bien dire que l'on est déjà à mi-chemin de la réalisation de cela, puisque on a un certain nombre de garanties qui ont progressivement considéré à aligner le statut du parquet sur celui de la magistrature du siège. Cette évolution me paraît extrêmement dangereuse. Alors, Est-ce que Jean-Claude Magendie, pour nos oui, auditeurs et nos auditrices, vous pouvez indiquer un petit peu quels sont les rôles respectifs voilà, de ce qu'on appelle le juge du siège oui, et le procureur voilà. ou le membre du parquet? En effet, tout découle du rôle que vous évoquez, que je vais maintenant développer. Un juge, précisément, c'est celui qui va, de façon impartiale, j'ai eu l'occasion d'en parler, entendre l'accusation, une accusation, dans mon esprit, qui est affirmée face à une défense libre. Et donc, c'est dans ce jeu du contradictoire, l'accusation, la défense, que le juge va pouvoir exercer son office en décidant, au regard des pièces produites, de sa conviction, Des preuves aussi. des preuves qui lui sont apportées, quelle est la réponse judiciaire qui doit être donnée, en toute indépendance et impartialité. Le parquet n'a pas du tout la même fonction. Lui, si vous voulez, il est normalement chargé de la défense quand même de l'intérêt général et de la société. Il est C'est-à-dire garant l'application de la loi. de l'application de la loi et donc il est dans un positionnement qui n'est pas la balance, si vous voulez, qui va symboliser la justice. Il est plutôt dans le glaive. C'est-à-dire qu'il apporte effectivement une démonstration, car et il a un rôle très important pour le juge, c'est qu'il va être le relais entre la société et la justice. Si l'on avait un parquet totalement indépendant, d'abord, quelle serait sa légitimité et quelle serait la capacité ensuite pour le pouvoir d'exercer la politique pénale? Car dans la fonction du parquet, il n'y a pas que le fait, si vous voulez, de poursuivre, il y a le fait aussi d'appliquer une politique pénale décidée par les pouvoirs publics, par le gouvernement, et dont le gouvernement est d'ailleurs responsable. Le parquet serait responsable de quoi? De rien du tout. Alors justement, Jean-Claude Magendie, vous qui avez été magistrat et qui avez dirigé les plus grandes juridictions en France, c'est vrai que certains hauts procureurs réclament rituellement leur indépendance, mais par rapport à l'époque que j'ai connue, quand j'étais directeur de cabinet à la justice, où on pouvait donner dans des affaires déterminées des instructions pour poursuivre et même pour être particulièrement sévère, en réalité, le parquet ne peut plus se voir adresser d'instructions particulières. Est-ce que vous pouvez, Jean-Claude Magendie, Voilà. nous préciser cela? C'est qu'en effet, si vous voulez, le parquet maintenant reste hiérarchisé
C'est-à-dire que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, peut donner des instructions générales. Euh, D'ailleurs, je signale que le syndicat de la magistrature a fait à ce moment-là des contre-circulaires Ah bon? pour s'opposer, Non, oui, pour s'opposer, si vous voulez, aux circulaires du garde des Sceaux. non. Oui, tout à fait. Vous voyez, vous-même, C'est un contre-pouvoir, donc c'est pas un c'est syndicat. voilà, c'est un contre-pouvoir, C'est effectivement, quand même la fait renversant. de s'opposer à la politique pénale à un moment donné par des contre-circulaires. Donc c'est un des Ah oui, exemples, si vous voulez, de l'intervention c'est de l'agit-prop syndicale. en quelque sorte. Voilà, Pour moi, c'est exactement, de tout à l'agit-prop. fait. Donc ce qui est important, c'est que l'on ait qu'il y ait une capacité pour le pouvoir politique responsable devant des électeurs d'avoir une politique pénale assumée, exécutée, avec des gens qui vont intervenir dans le cadre d'ailleurs du serment qu'ils prêtent, qui est celui de la loyauté. Donc aujourd'hui, on a ce magistrat, puisqu'il est encore un magistrat, qui est à la fois, si vous voulez, euh, libre dans ses convictions, mais qui quand même doit suivre des indications générales. Alors, Ce qui est normal. de deux choses l'une, Puisque, ou par exemple, bien, sur le narcotrafic, voilà, exactement, sur la lutte contre l'antisémitisme, il est normal que l'État, c'est-à-dire ceux qui ouais, représentent le peuple français, puisque le juge se prononce au nom du peuple, mais il n'est pas le peuple. exactement. Le peuple, ce C'est sont un ses pouvoir délégué, représentants ou le c'est un pouvoir délégué. Le Et juge il ne fait pas de n'a pas. politique, ni la politique pénale, ni aucune autre C'est politique. pour ça que la justice n'est pas un pouvoir. C'est Une une autorité. autorité parce que, effectivement, il n'a pas la légitimité directe du peuple. Mais imaginez une justice dans laquelle, en effet, il n'y aurait plus aucun lien avec l'État. À ce moment-là, on aurait une justice qui serait en quelque sorte en apesanteur, avec tous les risques inhérents à cela, parce que dans des situations troublées, comme malheureusement la nôtre, ce corps judiciaire a besoin à un moment donné d'être adossé quand même à la légitimité de l'État. Bien sûr, la Donc, légitimité démocratique voilà. de l'État, Et Jean-Claude je pense Magendie. qu'il est quand même fâcheux de finir par ne voir dans l'État que l'organe qui risquerait de porter atteinte aux citoyens. Donc on ne peut pas avoir une justice tournée uniquement vers l'individu sans considération pour le collectif qui est le corps social. Et quand même, dans le parquet, il a une mission quand même de protection du corps social. Il doit défendre l'intérêt général. Alors après, dans les poursuites elles-mêmes, qu'il ait une indépendance totale et qu'il n'y ait pas d'interférence du politique dans les poursuites, c'est parfait. Mais je donne l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, le parquet ne fait pas partie, si vous voulez, de la magistrature, mais il n'y a aucun, mais il est doté quand même de prérogatives qui assurent son indépendance fonctionnelle. Donc, autrement dit, on peut très bien avoir un corps qui n'est pas formé de magistrats et qui, pour autant, va agir de façon indépendante dans la mission qui lui est confiée. Moi, ce que je trouve tout à fait limpide, Jean-Claude Magendie, dans ce que vous indiquez, c'est qu'en réalité, il y a le contradictoire et le juge arbitre, en quelque sorte, avec toutes les preuves qui lui sont présentées et l'intime conviction qu'il a de ce qu'est la vérité qui est partagée au niveau du contradictoire et qui n'est pas la même entre la défense et l'accusation. Et puis, il y a le parquet qui, lui, est un outil de la politique pénale qui intente des poursuites, qui n'a pas d'instruction particulière, sans doute, mais qui, évidemment, s'inscrit dans l'État et pas en dehors de l'État. Et que le parquet, s'il était indépendant, ça voudrait dire que chacun à titre individuel, chaque procureur à titre individuel, aurait un pouvoir politique de définir les orientations pénales. Exactement. Donc effectivement, ça paraît un petit peu contradictoire avec le présupposé démocratique qui est que d'un côté, il y a le peuple qui est représenté par les parlementaires ou via le référendum, et puis Oui. l'autorité judiciaire qui applique la loi Oui. tout en l'interprétant. Contradictoire et dangereux, car effectivement, cela revient à mettre la justice, si vous voulez, en apesanteur au-dessus de l'État,
et avec tout ce que cela comporte, évidemment, l'affaiblissement de l'État n'a pas manqué d'être exploité par le syndicalisme qui aurait voulu progressivement se substituer notamment à la chancellerie et devenir un pouvoir dans l'État, ce qu'il n'est pas. Et à mon avis, il y aura un retour de bâton. Alors, on va peut-être faire une pause musicale parce que je voudrais qu'on passe à d'autres sujets. Et je vous remercie, Jean-Claude Magendie, d'évoquer des sujets extrêmement sensibles et aussi de le faire d'une manière aussi pédagogique et aussi tempérée. Donc, on va reprendre et puis on va aborder d'autres sujets qui sont à la fois la formation des juges et des procureurs, mais aussi les arrêts ou les jugements qui ont été rendus sous votre présidence et qui ont marqué l'histoire de la justice. Alors, Jean-Claude Magendie, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui dans Fenêtre sur cour, une émission entièrement dédiée au droit et à la justice. Merci aussi, vous avez eu une carrière tout à fait remarquable et étincelante jusqu'à premier président de la Cour d'appel de Paris, après avoir été le président du tribunal de Paris, donc deux juridictions phares. Et merci aussi de nous éclairer de manière aussi pédagogique sur le rôle de la justice et le partage des rôles entre le juge du siège, celui qui arbitre entre des arguments contraires, et le procureur, notamment en matière pénale. Alors, vous n'avez pas été sans remarquer que notre nouveau Premier ministre, M. Michel Barnier, a consacré des développements non négligeables à un handicap de la justice pénale française, qui est la non-effectivité de la peine. Alors, qu'est-ce que c'est ce problème de l'effectivité de la peine, de la sanction pénale, et comment résoudre ce problème, ce handicap, si jamais il existe? Je crois qu'on peut faire aujourd'hui un constat qui est largement partagé par l'ensemble d'ailleurs de nos concitoyens et qui ruine d'ailleurs leur confiance dans la justice, qui est censée les protéger. Ce constat, effectivement, c'est que il y a une impuissance aujourd'hui de l'institution à combattre le crime. Alors, c'est, je crois, la conséquence, là, non pas, si vous voulez, des seuls magistrats, je crois là aussi, ça serait très réducteur. Il peut y avoir ce que l'on vient de dénoncer, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est que je pense que au niveau de nos élites, politiques notamment, depuis très longtemps, il y a un dogmatisme pénal qui s'est instauré, qui est à l'œuvre, et qui a progressivement dévoyé la conception classique de la peine, celle que j'avais apprise dans mes études à Bordeaux. Et la peine a trois fonctions: intimider, rétribuer et réadapter. Et progressivement, on a vu finalement que la réadaptation avait pris le pas sur tout le reste qui finissait par être négligé. Donc la sanction, l'intimidation notamment, a été progressivement écartée. Le châtiment, autrement dit, la fonction cathartique que mettait Durkheim en œuvre, qui est quand même importante, puisque ça veut dire que finalement le crime a été lavé par la justice, et qui fait que ce n'est pas uniquement vis-à-vis de l'auteur, mais même vis-à-vis de la victime, de la société, que la peine a un sens. Et progressivement, on a abandonné cela. Le châtiment est devenu un gros mot, surtout évidemment chez ceux dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'intimidation disparaît puisqu'il n'y a plus de certitude de la peine. Je vais en dire dans un mot pourquoi la peine n'a plus aucune certitude. Reste bien sûr la réadaptation, avec ce que l'on peut constater, c'est-à-dire que dans la réadaptation, qui en soi est une chose valable, mais à condition que le reste est également joué, la réadaptation suppose des moyens, et ces moyens d'ailleurs en réalité ne seront pas au rendez-vous. Et est-ce que vous ne croyez pas que la dissuasion, c'est-à-dire la sanction au sens d'exemplarité et de sévérité, Oui. est une façon de contribuer à la réadaptation, Jean-Claude Magendie? Je pense qu'il faut revenir, si vous voulez, aux fondamentaux, à savoir que pour qu'il y ait une intimidation
qui a un effet préventif, en quelque sorte, de la peine, mais également le fait quand même de justice faite. C'est-à-dire que Bien quelqu'un sûr. qui a porté atteinte au bien ou à l'intégrité d'autrui doit être sanctionné et la société l'attend, cette sanction. D'un point de vue moral, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de Durkheim. S'il n'y a pas la certitude de la peine, alors on est dans un système qui n'est plus lisible. Et donc, on est dans un système pénal, à mon sens, à bout de souffle. Alors, système pénal qui repose sur une multitude d'acteurs. J'ai parlé du parquet. Si on n'a pas un parquet déterminé qui assume réellement ses fonctions de poursuite, déjà, c'est biaisé dès le départ. Si on a ensuite un juge qui n'est pas très déterminé sur le fait de sanctionner, parce que dans le fond, quand même, Le délinquant le est une délinquant est victime. une victime, ce qui est quand même très largement répandu, C'est là aussi. terrible. C'est Si terrible. ensuite on a un juge de l'application des peines qui, comme cela se passe aujourd'hui, détricote tout ce qui a été fait lors d'une réunion, enfin d'un jugement collégial, et qui va modifier totalement le système dans la solitude de son cabinet, eh bien, comment voulez-vous que tout cela joue? Et j'ajoute, Jean-Claude Oui, Magendie, que vous avez des avocats. On le voit avec le procès terrible de Dominique Pénicaud, qui est un violeur en série et oui, qui faisait violer sa femme par oui, une centaine de personnes. Les avocats qui transforment la victime en accusée. oui, Et ça, compte tenu de la médiatisation de ce genre de procès, ça peut avoir une très oui, forte efficacité. tout à fait. Alors, ce qu'il faut, c'est que la peine, le système pénal fasse de la peine, si vous voulez, quelque chose de certain, également, et qui ne sera pas remis en cause. Car par tout le système pénal, Alors, parce que expliquez-nous l'aménagement des oui, peines, parce il y a que ça, l'aménagement des peines. Alors, il y a tout un aménagement des peines qui est possible, et qui veut que, d'abord, je voudrais que l'on considère qu'il n'y a que 80% des crimes qui vont être examinés par la justice, c'est-à-dire élucidés. Bon. oui. Et là-dessus, pour ceux qui sont incarcérés, ils sont 10% de ceux qui ont été arrêtés. Donc, vous voyez déjà comment, si vous voulez, donc ça fait, on Oui, voit c'est rien du on voit tout. bien, si vous voulez, la dimension de la réponse. Et les peines d'emprisonnement exécutées ne répondent que de très loin à ce qui a été prononcé. Et là-dessus, je pense qu'il y a un problème, si vous voulez, de rendre des comptes de la justice. Il faut qu'elle soit en mesure de rendre des comptes aux citoyens. Je ne dis pas les juges, je dis la justice. Doit être vue comme une institution qui rend des comptes. Il y avait un observatoire sur la réponse pénale qui était déjà un élément de référence. Public ou Malheureusement, privé? non, non, du ministère de la Justice, qui a été supprimé il y a quelques années. Mais alors qu'il fallait au contraire améliorer cet outil. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez, lorsqu'il y a eu des violences au Grand Stade de France il y a quelques temps, des centaines de blessés, Oui, etc. oui, c'était terrible. On est arrivé au bout du bout. Il y a eu une dizaine de personnes, sur des centaines, hein, qui avaient été arrêtées, une dizaine de gens qui ont été déférés à la justice, et un qui a été emprisonné, qui était d'ailleurs un étranger en situation irrégulière, pendant quelques mois. Alors, Jean-Claude Magendie, puisque je voudrais quand même Ouais, qu'on parle des arrêts ou des jugements oui, qui ont été rendus sous votre présidence, j'espère que notre nouveau garde des Sceaux, M. Migaud, vous entend, puisqu'il a beaucoup d'idées pour sanctionner les politiques. Peut-être que et on aimerait que les fichiers S qui ont des mandats oui, parlementaires soient vraiment qui n'ont oui, rien à faire au Parlement ne le soient plus, mais enfin ça c'est pas le choix des électeurs et de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui n'a rien fait de ce point de vue-là, mais rien, absolument rien. J'espère que M. Migaud nous entend et qu'il va rétablir cet observatoire sur enfin, ou de la réponse pénale, oui, au moins
pour qu'il y ait cette accountabilité de la justice vis-à-vis de l'opinion publique. Alors, comme on a peu de temps, il nous reste 7 minutes, j'aimerais vous parler de ce qui a marqué notre histoire grâce à vous. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot de cette décision, de ce jugement du 22 mars 2007 sur Charlie Hebdo, où le tribunal de Paris et la formation de jugement, présidée par vous-même, a rendu une décision tout à fait héroïque à l'époque. Et malheureusement, peu de décisions de ce type ont été rendues par la suite. Très bien. Jean-Claude Magendie. Oui, écoutez, effectivement, la justice connaît d'un certain nombre de délits liés, enfin, de thèmes liés notamment à la religion. C'est un sujet évidemment extrêmement important puisqu'il touche effectivement à la sensibilité religieuse et avec tout ce que cela peut emporter. Mais nous sommes dans un État laïque et qui suppose que la religion elle-même puisse faire l'objet de critiques, qu'elle puisse être remise en cause, re-questionnée, avec pour seule limite ce qui serait considéré comme la diffamation ou l'injure vis-à-vis de personnes appartenant à telle ou telle communauté. Dans cette affaire de Charlie Hebdo, d'ailleurs dans une ambiance extrêmement différente de celle qui serait aujourd'hui. Je me souviens de l'audience que je présidais et qui était détendue. Il y avait même parfois des moments où il y a eu un petit peu du rire, avec évidemment le regretté Kiechman, qui était l'avocat de qui Charlie était Hebdo. l'avocat de Charlie Hebdo. Et donc, le sujet, c'était quoi? C'était, est-ce qu'il y a une place pour la critique religieuse de la religion à travers un Mahomet qui était représenté Des notamment caricatures. avec, dans une caricature avec un turban en forme de bombe. Bon, il est certain que cela visait finalement une fraction de religieux qui ont Radicale. une vision intégriste, radicale Et violente. Et donc, ce que nous avons dit ou redit, réaffirmé, parce que c'était quand même un grand classique de la laïcité, c'est que dans la société laïque qui est la nôtre, il peut y avoir une discussion sur la religion. Donc, nous ne sommes pas dans une société dans laquelle il peut y avoir le blasphème depuis la Révolution française. Et Voltaire en a dit n'est plus susceptible d'être incriminé. Et donc, on a eu d'ailleurs la même chose au cinéma, où on a vu des religions, et qui était toujours d'ailleurs la religion catholique, qui a été effectivement l'objet de discussions, de sarcasmes, etc. Il faut parler, la religieuse de Rivette, c'est dans les années 73, C'était 75. Diderot d'ailleurs, Voilà, à c'est partir ça, remis du roman de à Diderot. l'écran. Mais vous avez eu Spotlight, pour ceux qui aiment le cinéma. Vous avez eu une autre affaire d'ailleurs que j'ai présidée qui était Amen, Amen, où oui. il y avait l'Église pendant la guerre. L'Église, c'était compromise. oui, et où les chrétiens, certains hiérarchie. chrétiens ont été choqués du fait qu'il y avait la croix et la croix gammée qui étaient entrelacées en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de curés à la base qui ont Voilà. été des grands résistants. Exactement, tout à mais fait. la hiérarchie, c'est pas Et donc, formidablement bien comporté. on avait le droit de poser la question, de savoir quels avaient été les rapports du pape, notamment Pie XII, avec le nazisme et comment, finalement, Il avait composé. sans tomber dans des facilités, mais ça posait une question de savoir comment l'Église avait joué avec le nazisme, comment elle avait trouvé des compromis, etc., ou des compromissions. Mais tout cela était dans le débat normal. Charlie Hebdo était une autre façon de pouvoir dire on n'injurie pas toute la communauté croyante, Bien sûr. mais on avait caricaturé une déviation dans dans l'esprit des caricaturistes. On a caricaturé une déviation de la croyance qui devient une croyance intolérante et violente.
Donc Et en fait, cette décision qui a rejeté l'imposition d'une loi religieuse radicale au-delà de la loi démocratique ou républicaine, comme on dit en France, ça c'est vous. Et ça, je trouve ça remarquable. Malheureusement, on doit interrompre et même terminer cette émission. Je trouve que c'est absolument remarquable parce que le juge, il est là pour appliquer la loi, faire respecter l'ordre, c'est-à-dire veiller à ce que la sanction soit proportionnée, mais, comme on dit en droit de l'Union européenne, dissuasive, parce que c'est ce qu'on doit à la société. Et il faut aussi que la justice reflète nos valeurs, celles qui sont exprimées au travers des siècles de conquête de notre liberté d'expression et de notre liberté de penser, sans nuire à autrui, bien entendu. Donc, Jean-Claude Magendie, vous qui avez été et qui restez un des magistrats phares de la France, et notamment par les décisions qui ont été prises sous votre présidence, un grand merci. Un merci. J'espère que vous reviendrez pour une émission sur le droit, sur d'autres sujets. Merci de votre franchise. Merci de votre souci pédagogique pour nos auditrices et nos auditeurs. Et Fenêtre sur cour vous est vraiment reconnaissant. J'espère à bientôt. Et puis je dois aussi remercier Anthéo, la réalisation technique qui a été parfaite. Merci encore, à bientôt.